Charlie Kirk, 31 ans, un des plus gros youtubeurs au monde, a été abattu en live, en direct, sur YouTube. C'est un des trucs les plus violents que j'ai pu voir de ma vie. Alors ça s'est déroulé sur un campus en Utah. On a des milliers de personnes qui sont là pour l'écouter ou participer au débat ouvert. On peut voir que ça démarre sans encombre, il y a une protection de barrière devant lui. Il est arrivé avec plusieurs personnes pour s'occuper de la sécurité. Et sur place, on peut voir aussi 6 agents de police universitaires. D'après le rapport, c'est environ 3000 personnes qui sont présentes. Tous en train de le regarder et l'écouter au moment du tir. Et il va se passer ça. Do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Alors il va être amené aux urgences à l'hôpital, mais de toute façon, en voyant l'action, je pense que c'était clair pour toutes les personnes qui ont vu les images que jamais il s'en sortirait. D'ailleurs, n'allez pas chercher la vidéo, essayez plutôt de l'éviter parce qu'elle est un peu présente partout sur les réseaux, sur Twitter. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une partie de Tarkov, c'est pas une partie de Call of Duty, c'est terrifiant. Bon, par la suite, tout le monde va essayer d'analyser les vidéos qui vont être disponibles sur internet par toutes les personnes présentes et essayer de trouver qui est l'auteur du tir. Parce qu'au moment où je vous parle, on sait pas qui c'est, il a pu s'en sortir. Enfin, il ou elle. Et à force d'essayer, on va finir par tomber sur cette vidéo qui a été prise au moment de l'impact et où on peut voir au loin, faut vraiment y prêter attention, quelqu'un qui va se lever et qui va partir au courant. Partir au courant depuis un toit, environ 150-200 mètres. Et si on remet en contexte, ça donnerait cette position qui est environ 200 mètres de là où Charlie parlait. Toit qui est facile d'accès et si on regarde sur le côté, simplement séparé d'une petite barrière avant d'entendre un escalier qui lui donne l'accès direct au toit de ce bâtiment. D'ailleurs la police ensuite elle y est allée pour mener l'enquête et on y verra les fameux périmètres de la police criminelle. Alors il y a une autre vidéo qui tourne qui cette fois-ci aurait été prise au début du débat. La police l'a pas encore publiquement validée mais elle est assez récente donc ça pourrait expliquer aussi la situation. Mais quand on la voit, ça fait froid dans le dos. Yeah. You think he'd already be in place? You would think that. So there's somebody on the roof right there? Just saying. Huh. He just ran from over, where's my finger? Whoa. From over there, ran in. And now he's right there. Alors il faut comprendre que Charlie, en France, on n'a même pas d'équivalent. Rien que pour comprendre la portée, les vues, le nombre de personnes, l'audience qui touchait, il faudrait qu'on additionne tous nos plus gros influenceurs, mais tous sans exception. C'est un mec qui est arrivé avec le concept le plus simple au monde, une caméra, une table, 2 chaises, et une pancarte qui disait « Prouvez-moi que j'ai tort ». Et il allait dans des universités réputées, dans la rue, dans des college centers, des endroits où normalement on croise beaucoup de gens qui sont plutôt éduqués, qui sont forts en débat, qui sont intelligents, et il essayait de débattre avec eux sur des sujets qui, pour l'époque, étaient assez controversés. Maintenant, avec la prise au pouvoir de Trump et les langues qui se délient, quelque chose qu'on voit beaucoup plus souvent, on parle d'un youtubeur qui était, pour le coup, vraiment de droite. Donc il lançait des débats ouverts en expliquant qu'il était contre l'immigration de masse et il attendait que les personnes se mettent à table avec lui et essayer de lui prouver que finalement, l'immigration de masse était quelque chose de positif. Il était chrétien, c'était un pro-religion, donc il était aussi anti-avortement. Il refusait la thèse comme quoi un homme pouvait être une femme simplement en se sentant femme. Bon, donc les transidentités, ça lui parlait pas trop. Il était contre l'interdiction des armes aux États-Unis. La droite aux États-Unis est très religieuse et donc va souvent de pair avec l'anti-avortement. Mais malgré tout, avec ce simple concept, il a très rapidement pété sur les réseaux jusqu'à devenir une figure publique très reconnue. Rencontrer Trump, pouvoir aller à la Maison Blanche, c'était quelqu'un qui a réussi à se faire une véritable identité autour de ça. Parce que le mec, il faut être honnête, il était très souvent intouchable en débat. Voilà, c'était un gars qui était beaucoup trop fort en débat. Et j'ai déjà vu pas mal de ses vidéos, et même sur des points où je suis en total désaccord avec lui, malgré tout, sur le moment, en le regardant parler, je me disais... Bordel, ça a l'air assez compliqué d'argumenter contre lui. Il a la manière de parler, il a la manière d'exposer les faits, il a la manière de créer des contradictions dans nos paroles. Le mec, il pliait beaucoup de personnes.
Mais là, cette situation, elle laisse quelque chose qu'on laisse arriver sur les réseaux sociaux sans s'en préoccuper, tangible. Et c'est les appels à la violence. Si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux et que vous vous rapprochez de la sphère politique ou même des faits de société, vous allez très rapidement voir, l'espace de 3 ou 4 minutes, que c'est très facile de tomber sur des personnes qui font des appels à la violence. Voir des gens faire des appels ou des allusions à des meurtres, des assassinats, du doxing pour essayer de retrouver les informations personnelles de quelqu'un, c'est vraiment une situation qui est devenue banale et normale sur les réseaux sociaux. On a normalisé le fait que dès qu'un influenceur est un peu politisé, tout de suite, quand il va annoncer qu'il a reçu aujourd'hui seulement 14 ou 16 menaces de mort, on trouve ça normal en fait. Oh, bon, en même temps, avec le contenu que tu fais, c'est pas normal. C'est pas normal, mais on l'a tellement banalisé qu'on s'en rend même plus compte. Seulement cette situation maintenant elle est tangible. Parce qu'évidemment, Charlie Kirk c'était quelqu'un qui tous les jours, quotidiennement, depuis des années, recevait aussi des menaces de mort. Seulement aujourd'hui c'est arrivé. Et pourtant c'est quelqu'un qui se protégeait énormément. Il avait des gardes du corps, il y avait de la police qui était présente, et il portait un gilet pare-balles. Très probablement, moi en tout cas, j'ai analysé les photos, les images, les vidéos. Pour moi à ce moment-là, on peut voir qu'il porte une protection. Ça me semble le plus logique. Et d'ailleurs il est très probable que la personne qui a effectué ce tir, à la base visait la tête. Voilà, c'était probablement la tête qui a été visée, qui avait peut-être paramétré sa lentille pour un tir à 100 mètres, 130 mètres. Du coup, on se retrouve avec un impact de balle qui est beaucoup plus bas que prévu. Et c'est pas lui qui a directement été touché ici, mais plutôt, je pense, la balle qui a rebondi sur son gilet pare-balles et qui est remontée. Et c'est aussi pour ça, probablement, qu'il n'y a pas eu d'exit, il n'y a pas eu de sortie d'impact, parce que vraiment, elle est rentrée au pire endroit et de la pire façon possible. De toute façon, je suppose que la police va ensuite nous donner beaucoup plus de détails par la suite, une fois qu'il y aura tous les trucs à faire dessus. Mais là, cette violence, elle devient beaucoup plus réelle. On a la marque D-Labs, très gros site internet français de coupons et promotions, qui a tweeté « Grosse promotion sur Hitman », avec en lien « Sheh ». Alors Hitman, c'est un jeu où on incarne un assassin, et Sheh, c'est un mot en arabe qui veut dire « bien fait », « mérité ». On a aussi pas mal d'influenceurs français, de streamers, de youtubeurs, qui sont très connus, qui dépassent les centaines de milliers d'abonnés, qui dépassent les dizaines de milliers de likes par tweet, et qui publiquement ont annoncé que c'était mérité, ou bien en tout cas, qu'il a bien cherché. De véritables influenceurs français connus, qui gagnent des milliers ou des dizaines de milliers d'euros par mois avec leur réseau, avec leur Twitch, avec leur YouTube, qui postent des photos, des images, trolls, des vannes sur ce qui vient de se passer. Alors évidemment, on parle d'influenceurs qui sont de gauche ou d'ultra-gauche, mais vous savez très bien que c'est une position qui est beaucoup plus facile à vivre et à accepter en France. Et de ce fait, se moquer d'un acte terroriste, ça pose aucun problème. Parce que c'est un acte terroriste, si vous n'aviez pas suivi jusque-là, on rassemble tous les points nécessaires pour un acte terroriste. Et non, je vous donnerai pas leur pseudo, de toute façon, c'est public et ils sont très connus, donc ça tourne très rapidement. Parce que j'ai pas envie de participer à ce jeu, et parce que je sais que la portée de mes paroles peuvent se concrétiser sur des actes que moi, je ne cautionne pas. Il est évident de toute façon que ces appels à la violence qui grandissent sur les réseaux sociaux, ils sont souvent colportés, ils sont souvent créés par des personnes issues d'un groupe politique de gauche ou d'extrême gauche. Ça prend 5 minutes, ne serait-ce que sur Twitter, pour voir de ses propres yeux que ces envies, ces allusions ou ces menaces, elles sont souvent balancées à des influenceurs, à des personnalités qui plutôt appartiennent à une sphère politique de droite. Vous avez sûrement vu d'ailleurs hier un semblant de mouvement citoyen pour bloquer la France qui a carrément flopé. Comme j'ai dit, de base c'était censé être un mouvement citoyen contre le gouvernement. Au final, c'était récupéré par la gauche pour devenir un mouvement antifa, anti-France, pro-Palestine. Bordel, mais je suis le premier à dire que ce qui se passe en Palestine, c'est horrible, qu'il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi toutes les personnes qui ont participé à ce semblant de manifestation, à ce blocage en France, et qui portaient un drapeau français, elles se sont fait agresser? Oh! Frérot, frérot!
Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi tenir un drapeau français dans une manifestation, ça met ta vie en danger. C'est parce que ces mouvements de gauche, ils ont une haine profonde de leur propre pays. Et la matérialisation directe d'un pays, c'est quoi? Eh ben, c'est son drapeau. Et ça va bien plus loin que ça, parce que la gauche a aussi une haine viscérale de toutes les personnes qui partagent pas leurs idées, qui ne pensent pas comme eux. Et donc, de ce fait, la droite. Alors ils ont eu la géniale idée il y a quelques années de décréter que toutes les personnes qui portaient un drapeau français, ceux qu'ils détestent le plus, eh ben, sont des personnes de droite ou d'extrême droite. La deuxième chose qu'ils détestent le plus. Ah bah c'est ballot. Et le problème c'est qu'on parle souvent de groupes qui sont pas trop pour le débat, pour la discussion, mais plutôt pour la violence. Et voir des gens crier « ACAB, on va tous vous tuer » en pointant du doigt des policiers, bon, ça fait pas trop partie du champ lexical d'une personne de droite en général. Mais à votre avis, combien de temps les violences vont rester unilatérales? À votre avis, pendant combien de temps les gens de droite vont tendre l'autre joue après s'être fait gifler la première? Moi, ça me fait peur. Je vous le dis, c'est une idée qui me terrifie. Et pourtant, on s'y dirige très rapidement. Là, aux États-Unis, vous allez voir, et de toute façon, ça commence déjà, c'est documenté depuis aujourd'hui. Les gens n'ont plus aucune retenue. On n'a jamais vu la droite américaine, les citoyens sur les réseaux, tenir des propos autant violents. Surtout que là, on parle carrément de réciprocité. On a des personnes sur les réseaux qui se permettent de faire des appels à la violence qu'on n'avait jamais pu lire avant, en ciblant notamment des personnalités de la gauche américaine. J'ai pu regarder un des bouts de live du plus gros influenceur gauchiste américain qui s'appelle Hassan. Oh, he's dead. Oh my God, he's definitely dead. Oh my God, I can't believe I just saw that. Oh my God. Oh my God. Oh, he definitely got... Oh my God. Oh. Et lui-même, en réagissant à cette nouvelle, Hassan, qui devait dans 2 semaines débattre avec Charlie Kirk, mais bon, maintenant ça va forcément plus être possible, hein. Lui-même, il a annoncé en live qu'il avait peur. Maintenant, il avait très peur. On parle de quelqu'un qui est multimillionnaire, qui est très riche, mais vraiment très riche, hein. Quand je dis multimillionnaire, c'est peut-être 30 ou 40 millions, qui a déjà une sécurité, qui a déjà des personnes qui le protègent. Même lui, il réfléchit à faire une pause, il réfléchit à la suite. Pourquoi pas même peut-être arrêter? Ça le fait flipper. Et c'est normal que ça le fasse flipper, parce que c'est terrifiant la situation. À quelle heure le peuple va enfin comprendre que de 1, quand tout le monde devient violent, à la fin il n'y a plus que des perdants, et que de 2, on est tous manipulés pour qu'on se tape entre nous. Pour que personne ne puisse prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, de dézoomer sur la situation, de prendre du recul, et de comprendre et voir les réels problèmes de la société. Moi je vous le dis, des manipulations, des mensonges, des instrumentalisations, il y en a de partout. La droite ment, la gauche ment, tout le monde politique ment, les médias mentent. On n'a jamais vécu dans une situation pareille où l'opacité de notre société, elle est telle qu'on ne sait même pas qui fait quoi, quand, pourquoi, pour combien. On est au courant de rien en fait, mais on n'est pas content. Et on n'est pas content parce que justement, on sait qu'on est en train de prendre la douille du siècle. Ce dont on a besoin, c'est de gens qui réfléchissent, de gens qui sont intelligents et qui sont capables d'exposer les faits tels qu'ils sont, sans avoir peur de blesser l'ego ou les valeurs de quelqu'un, mais juste de se baser sur des stats, des chiffres et de nous sortir de la situation dans laquelle on est. Le Parlement européen qui refuse de faire une minute de silence pour Charlie Kirk. Alors qu'il avait quand même accepté d'en faire une pour George Floyd à l'époque. George Floyd, un multirécidiviste qui avait notamment aussi braqué une femme enceinte, mais Charlie Kirk qui a plus fait pour le monde politique que toutes ces personnes réunies sur la dernière décennie, jamais de la vie, hein, jamais de la vie. Quand Charlie s'est fait abattre en live, la première réaction d'une partie des gens sur place, les gens de gauche qui étaient venus débattre contre lui, ça a été d'exploser de joie. On parle de gens qui sont à 3 mètres d'un homme qui leur propose de débattre avec lui, il tombe, et les gens, ils crient victoire. Mais victoire de quoi? Ça ressemble à victoire pour vous, en fait? Quand les gens avec des avis différents arrêtent de discuter, plus le temps passe, et plus ils vont se haïr. Arriver au point où ils vont déshumaniser la personne en face d'eux. Et quand on est à ce stade-là, eh ben ça nous fait plus peur, ça nous fait plus rien, d'arriver au moyen final, c'est-à-dire d'aller tuer la personne. Oh, t'es pas d'accord avec moi? Ben, tu me sers à rien, en fait. Ciao. Et là, les US, ils sont en tension comme jamais. Tous les comptes, les profils qui ont fait des vidéos sur TikTok, sur Twitter, en faisant la fête parce que oui, Charlie, enfin, il est plus là, il est mort. Il y a déjà des millions de profils qui sont en train de s'occuper d'eux, qui les doxent et qui les menacent même de leur faire la même chose. Parce qu'on est arrivé dans une situation où la discussion, elle est brisée dans les 2 sens. Les youtubeurs américains qui, à demi-mot ou ouvertement, eux-mêmes balançaient des allusions de violence sur certains autres youtubeurs ou influenceurs qui n'avaient pas les mêmes idées que politiques. Ces mecs-là, maintenant, sont en train de se cacher. Ils sont en train de se cacher. Pourquoi? Parce que les gens essaient de les retrouver. Œil pour œil, dent pour dent, comme on peut lire
guerre sur les réseaux aux États-Unis. Moi, ce que je vois, c'est que ça va surtout faire encore plus de victimes. Il faut arrêter ça. On entre dans une ère qui est beaucoup trop dangereuse. Je suis dégoûté de cette situation. Je vous le dis, je suis dégoûté.